Et si vous découvriez que votre ami le plus proche menait une double vie et était totalement corrompu, quelle serait votre réaction ? C'est ce à quoi va être confronté Vyacheslav Matrosov, 34 ans, lorsqu'il va découvrir le portable de son ami Oleg Sviridov, 32 ans. Les images contenues dans le portable sont si horribles qu'elles changeront sa vie, ainsi que celle de son soi-disant meilleur ami, à jamais. Cette affaire pose vraiment la question de la moralité, vous le verrez, et j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous auriez fait à la place de Matrosov. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi, ça va toujours bien. Merci beaucoup de demander. On se retrouve pour une nouvelle ADJ, ce qui signifie, oui, affaire du jour. Je suis Nathalie Cat et j'étudie la criminologie. Et ensemble, nous passons au peigne fin des affaires peu connues ou méconnues du YouTube francophone. Et abonne-toi si cela n'est pas déjà fait. Sinon, Poupie viendra t'attaquer avec ses crocs. Poupie profite aussi de cette parenthèse pour te demander ou plutôt t'ordonner de liker et de commenter cette vidéo. C'est très important pour le référencement et ça m'encourage par conséquent dans mon travail car sinon elle viendra te pincer. Si je te manque entre deux vidéos, voici mes comptes TikTok et Instagram. Mais pour l'heure, je te laisse avec un long générique. Lorsqu'on tape le nom du village de Vitey, en Russie, on réalise qu'il fait partie d'un oblast ou division administrative de Samara et dans les sites proposés, un affreux fait divers. Un père russe tue un ami. Je vous emmène aujourd'hui en Russie. C'est une première. L'oblast de Samara, d'une superficie de 53 565 km², située sur la Volga, dont les deux villes principales sont Samara et Togliatti, on dirait un nom italien. On peut y visiter le bunker de Staline, sympa, et le zoo de Samara, mais aussi les musées d'histoire et d'art de Togliatti, des monuments, monastères, rivières, mais aussi des châteaux forts. Le tourisme culturel est optimal entre mai et octobre, le tourisme balnéaire entre juin et août. En hiver, la température peut descendre jusqu'à moins 30 degrés et elle peut monter jusqu'à 30 degrés en été. Il faut donc prévoir de s'habiller en conséquence. En hiver, Samara attire de nombreux skieurs, des snowboarders de décembre à mars et des snowkitters, ainsi que des pratiquants de chiens de traîneau en janvier et de pêcheurs subaquatiques. Mais revenons à nos moutons, revenons à nos deux amis. Vyacheslav Matrosov, ou Slava, comme on le surnommait, a 34 ans. C'est un jeune père de famille et en 2021, il subvient aux besoins de sa femme et de ses enfants en travaillant dans une usine. Un bourreau de travail qui était une bonne personne si l'on en croit son entourage. Un jour, il fait la connaissance d'un certain Oleg Sviridov, 32 ans. Ils sont tellement proches tous les deux qu'ils deviennent rapidement meilleurs amis. Et là, je me permets de vous faire un petit rappel avant de laisser rentrer dans votre vie une relation amicale. Attendez toujours un peu. Attendez avant d'appeler un pote un ami. Parce que parfois, les masques peuvent tomber et plus rapidement qu'on ne le croit. Parenthèse fermée. Mais qu'importe, Slava et Oleg, comme on le surnomme, sortent souvent ensemble et en particulier au bar. Soit dit en passant, buvez avec modération si vous buvez. Slava avait confiance en son nouveau meilleur ami. C'était vraiment la personne la plus proche de lui. Il avait l'impression de le connaître par cœur. Pas suffisamment, apparemment. Par exemple, il faisait souvent appel à Oleg afin de garder ses enfants. Il avait, par exemple, une fille aînée de 6 ans. Et Oleg se montrait toujours disponible et les gardait avec plaisir. Il ne se doutait pas une seule seconde que si Oleg était si prompt à l'aider, ce n'était pas pour d'innocentes raisons. Et Oleg va malheureusement garder très souvent sa fille. Mais un soir de septembre 2021, Slava va finir par découvrir l'effroyable vérité. Comme à leur habitude, ce soir de septembre 2021, Oleg et Slava sont sortis boire un coup. Ils sont tellement éméchés qu'Oleg s'endort et pour une raison que j'ignore, peut-être une intuition, Slava saisit le portable de son ami,
Je me dis que c'est bizarre, personnellement ça me serait jamais venu à l'esprit de prendre le portable d'une amie et d'y fouiller, mais il était peut-être sous lui-même et avait peut-être une intuition, qui sait. Et en même temps, heureusement qu'il a eu ce réflexe, certes bizarre, cette nuit-là. Slava, en parcourant le portable d'Oleg, va alors faire une effroyable découverte. Il va trouver une vidéo des plus dérangeantes dans les médias du téléphone d'Oleg. Dans la vidéo, il était en train d'agresser intimement une fille et en regardant bien, il se rend compte qu'il s'agissait malheureusement de sa propre fille de 6 ans. Oui, celle qu'il gardait. Vous avez bien entendu. Imaginez-vous une seule seconde comment Slava a dû se sentir en cet instant. Dégoûté, trahi, fou de rage, impuissant, tout à la fois. Mais il décide malgré tout de donner une chance à son ami, qui ne devait plus trop être son ami à ce stade-là. Slava donne en fait un ultimatum à Oleg. Soit il se rendait à la police en montrant les horribles preuves qu'il avait trouvées dans son portable, preuves de son effroyable crime, ou il prendrait des mesures contre lui sans passer par la justice. Alors je trouve qu'il a été plutôt sympa de lui proposer un marché, car n'importe qui aurait pété un câble à sa place. Dis-moi ce que tu en penses d'ailleurs et n'hésite pas à faire pause sur la vidéo afin de me mettre ce que tu penses en commentaire, car à partir de là, les choses vont se corser. Slava menace donc de tuer Oleg si celui-ci ne se rendait pas directement à la police. Mais Oleg ne va pas du tout assumer, comme vous vous en doutez, sinon la vidéo se serait arrêtée là. Il va tout bonnement s'enfuir du village de Vitey. Slava, alors furieux, se rend immédiatement aux autorités afin de tout leur raconter. Son horrible découverte dans le téléphone de son ami et sa disparition suspecte. Bien évidemment, il montre aux autorités la vidéo qu'il avait vue dans le portable de son ami et la police commence donc une chasse à l'homme. La dernière personne à avoir vu Oleg dit que l'homme avait l'air d'avoir été battu avant de disparaître. La nouvelle se répand vite dans le village et bientôt tout le monde est au courant des agissements d'Oleg. Et comme vous vous en doutez, les villageois ne prennent pas du tout sa défense et ils sont même dégoûtés par son crime. Et en plus, il se trouve qu'Oleg avait gardé d'autres enfants. Et vous vous doutez bien que comme avec la fille de Slava, ce babysitting était loin d'être innocent. Il découvre qu'en effet, Oleg avait agressé d'autres enfants, preuve à l'appui dans son portable, où la police retrouve des vidéos et photos d'autres victimes. Pauvres enfants. Je trouve que Slava a eu un excellent réflexe de garder ce portable. Et en même temps, vu la suite de l'histoire, je me dis que c'était un petit peu suspect. Parce qu'apparemment, avant qu'Oleg ne disparaisse, il s'était battu. Mais sincèrement, je ne peux que le comprendre. Apparemment, pendant 5 ans, Oleg avait agressé de nombreux enfants qu'il avait menacés pour ne pas qu'ils parlent, dont la fille de son ex-compagne, parce que son ex-compagne avait eu une fille d'un premier mariage. En fait, pendant des années, il adaptait ses relations sociales afin de se rapprocher de gens qui avaient des enfants. Je trouve ça dégueulasse. Et bientôt, Slava se rend compte que la police ne fait rien pour retrouver Oleg. Alors il décide de prendre les choses en main, ou plutôt la chasse à l'homme en main, et ça va payer. Au bout d'une semaine, il retrouve la trace de son ex-meilleur ami. La suite est incertaine, mais on peut aisément imaginer que la rencontre s'est très mal passée. Toujours selon Slava, il parvient à retrouver Oleg qu'il fait entrer de force dans une forêt isolée. Ça fait mauvais film d'horreur. Là-bas, Slava force Oleg à creuser sa propre tombe. Il ne s'était pas rendu à la police et avait préféré fuir. Il allait payer. Lorsqu'il finit de creuser sa propre tombe, Slava lui donne à nouveau le choix. Se rendre à la police lui-même ou mourir dans sa propre tombe. Toujours selon Slava, Oleg choisit la troisième option. Il commence à attaquer son ex-ami et dans la bagarre, il finit par se poignarder lui-même dans l'estomac. Assez bizarre comme révélation, même en ne faisant pas exprès, il est difficile de se poignarder tout seul dans le ventre, même au cours d'une violente bagarre. À moins qu'il ne se soit lui-même empalé sur le couteau de Slava, c'est possible. Oleg succombe à ses blessures et Slava place son corps dans la tombe qu'il avait creusée pour lui-même. Je vous la montre. Pratique, ni vu, ni connu. Il recouvre alors le corps de terre avant de prendre la poudre d'escampette. Il rentre au village de Vitey et finit par se rendre au poste de police où il raconte cette version des faits. Il raconte donc ce qui s'était passé de son point de vue. Oleg s'était tué par inadvertance et comme par hasard, son corps reposait dans le trou prévu à cet effet. Encore une fois, pratique. La nouvelle de cette affaire va se répandre beaucoup plus loin que le village de Vitey et bientôt, Slava va faire figure de héros aux yeux des gens.
Il avait éliminé un criminel qui avait agressé sa fille. Un monstre qui aurait pu faire beaucoup plus de victimes. Mais Slava fut tout de même arrêté. Pourquoi, me diriez-vous? Eh bien parce qu'il avait quand même tué quelqu'un qui n'était pas officiellement accusé. Aucune plainte n'avait jamais été déposée à son égard et il avait constaté seul les preuves finalement. Et surtout, nul n'est censé se faire justice lui-même. Mais son arrestation va provoquer un tollé du côté du public. Car après tout, Slava n'avait rien fait d'autre que de tuer l'agresseur de sa fille. Slava n'avait rien d'un tueur. Il avait juste protégé sa fille ainsi que de potentielles autres victimes. Les gens vont donc faire pression sur la police afin qu'il relâche Slava. Je trouve ça dingue car même des gens de l'extérieur, c'est-à-dire des gens hors du cercle social de Slava, vont prendre sa défense. Des centaines de commentaires vont affluer en ligne de parfaits inconnus pour empêcher que l'homme soit jugé pour meurtre. Beaucoup vont également témoigner en sa faveur, par exemple des voisins. Ils vont affirmer que c'était un père merveilleux et quelqu'un de bien. Les habitants du village vont dire que ce n'était pas un meurtrier et que tout ce qu'il avait fait, c'était défendre sa fille. Il y a même une personne assez importante, vu que c'était un ancien candidat à l'élection présidentielle, qui va se mettre de son côté. Mais aussi d'éminents journalistes en Russie qui propagent cependant des informations minutieusement contrôlées. Les habitants du village de Vitey ont même lancé une pétition exigeant que l'ouvrier de l'usine de moteurs fusées soit acquitté et épargné de prison après avoir admis le meurtre, et cette pétition a atteint les 2500 signatures. Tout le monde s'accordait à dire que Slava avait fait ce qu'il fallait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, et c'est inédit dans les ADJ, c'est la première fois que les gens prennent unanimement la défense d'un meurtrier. La mère d'Oleg va s'adresser aux médias et, bouleversée, elle va dire qu'elle n'arrivait pas à croire ce que son fils avait fait en disant qu'il avait probablement dû être sourd. Bientôt, au fil de l'enquête, la police va se rendre compte qu'il y avait des incohérences dans la version de Slava. Et s'il avait menti, ou plutôt transformé la vérité? Après examen médico-légal, il s'est avéré que les blessures sur le corps d'Oleg ne correspondaient pas au récit de Slava. Et surtout, elles n'avaient pas été faites dans la forêt comme Slava l'avait dit. En fait, Slava avait tué son ex-meilleur ami ailleurs. Il est donc arrêté, mais les fervents défenseurs de Slava vont réunir des fonds en vue de sa défense, parce qu'ils vont facilement s'identifier à lui en affirmant à nouveau que n'importe quel père aurait agi comme ça pour sa fille, en apprenant les sévices qui lui avaient été faits. Et la pression sur les autorités va payer. Car peu de temps après, Slava va être libéré de prison pour être mis en détention à la maison, ce qu'on appelle en anglais house arrest, ou assignation à domicile. Vous savez, c'est lorsqu'on a un bracelet électronique. En fait, c'est un petit peu comme être confiné, entre guillemets. Donc c'est un petit peu mieux qu'être en prison, vu qu'il pouvait voir ses enfants et sa femme, en attendant l'enquête. Au tribunal, une décision sans précédent est prise. Car Vyacheslav Matrosov, 34 ans, accusé d'avoir poignardé Oleg Sviridov, 32 ans, est relaxé car les charges pour meurtre sont abandonnées. L'accusation va être transformée, alors asseyez-vous. Slava est désormais poursuivi pour incitation au... Alors je ne dis pas le mot, mais ça commence par sui et ça finit par id, pour incitation au huicide, ce qui est passible d'une peine moindre que pour meurtre. Et on ne peut que constater le poids des réseaux sociaux et des témoignages de moralité de toute la défense qui s'est mobilisée autour de Slava, et même avant le changement d'accusation, c'est-à-dire de meurtre à incitation au sui. Les experts disaient que Slava aurait quand même une longue peine de prison. Mais la pression populaire, le peuple avait parlé. Et en avril 2022, donc ça fait pas si longtemps que ça, Slava fut condamné au roulement de tambour, à 18 mois de prison dans un centre pénitentiaire. Donc beaucoup moins que ce que les experts avaient prévu. Malgré tout, Slava maintient sa version des faits, la version qu'il avait racontée à la police. Et l'histoire ne s'arrête pas là, car figurez-vous que Slava ne sera même pas allé jusqu'au bout de sa sentence, vu qu'il ne fera que 6 mois de détention. Beaucoup pensent que c'est même trop long, mais sans l'aide de la justice populaire, Slava serait resté de longues années derrière les barreaux. Like et commente si tu es arrivé jusque-là. Un petit commentaire, un post désapprobateur sur la toile, de longs tapotements sur un clavier, des likes,
ont-ils réellement un impact? Jusqu'où peuvent nous mener nos droits sur les réseaux sociaux? La liberté d'expression peut-elle se substituer à la justice dans certains cas? Ceci peut être grisant et effrayant à la fois. Qu'en serait-il advenu si Slava avait carrément menti sur les agissements de son meilleur ami et s'il n'avait jamais trouvé de telles images sur son portable? Si tout cela n'avait été qu'un prétexte pour le tuer. Je ne dis pas que c'est le cas, car ici, Oleg était coupable, et heureusement qu'il a été mis hors d'état de nuire. Donc la justice populaire s'est naturellement mise du côté de Slava. Mais dans certains cas, l'effet réseaux sociaux peut agir hâtivement et avoir des effets dévastateurs. Comme le dit Guillaume van der Wied dans Quelle justice sur les réseaux sociaux? La justice est sur les réseaux sociaux. C'est un fait. On y voit des juges militer sur Twitter, des avocats communiquer sur l'actualité juridique, des commissaires de police alimenter le débat public ou encore des magistrats du siège expliquer leurs décisions aux justiciables. Aussi, la justice y trouve un outil puissant et polyvalent, à la fois caisse de résonance, forum de débat, source d'information, vecteur de dialogue avec les justiciables. C'est que les réseaux sociaux offrent une liberté inédite d'expression et de partage, en même temps qu'un modèle horizontal de débat et d'organisation qui les font ressembler d'assez près à cet espace public égalitaire de discussion dont Habermas faisait la condition d'une véritable démocratie, c'est-à-dire d'une collectivité qui ne discute pas seulement des meilleurs moyens pour atteindre une fin donnée, mais aussi des meilleures fins à poursuivre. En gros, c'est un outil primordial. Seulement, la justice peut-elle résister aux tentations de cet espace d'expression libre, immédiate, potentiellement anonyme, et qui tend à exaspérer les émotions au détriment de la réflexion? Car on voit aussi bien des jurés tweeter pendant un délibéré, des magistrats poster des plaisanteries pendant un procès d'assises, des avocats réagir à chaud, ou des policiers diffuser des informations confidentielles. Comme tout nouvel outil, les réseaux sociaux engendrent de mauvais usages, en particulier par leur logique de réduction du temps de réflexion. Ensuite, la justice doit-elle participer au débat sur les buts souhaitables de la société? La force de la justice n'est-elle pas, au contraire, de protéger un ordre établi et de séparer les espaces, en particulier l'espace institutionnel, l'espace public, l'espace privé? Si elle a vocation à être débattue, peut-elle se permettre d'être juge et partie, au risque de se perdre dans le tourbillon des controverses? Plus encore, les réseaux sociaux et plus généralement Internet sont moins un nouvel outil pour faire la même chose qu'une nouvelle dimension de la vie collective, exactement comme avant elle l'écriture ouvrant la voie de l'histoire et du progrès, ou l'imprimerie, celle de la modernité et des lumières. L'ordre social tout entier, à chaque fois, en est bouleversé. Aussi, Socrate a-t-il dénoncé l'écriture qui faisait perdre à l'intelligence sa vitalité et sa mémoire. Victor Hugo, l'imprimerie, qui, grande émancipatrice de l'humanité, rendait cependant l'architecture inutile et l'église caduque. Internet a fait disparaître l'espace et le temps. Espace des séparations, temps de réflexion. La justice, colonne vertébrale de notre société, doit donc s'adapter à cette nouvelle dimension du vivre ensemble et parfois s'en protéger. S'adapter à un univers qui met tout sur le même pied et où l'institution n'a donc pas l'avantage d'un espace propre, supérieur ou en tout cas séparé. Mais aussi se protéger d'un monde où l'on discute de tout, n'importe comment et avec n'importe qui, où l'immédiat domine l'émotion et un certain sentiment d'impunité. La mission de la justice étant de défendre l'ordre établi, il y a paradoxe à la jeter dans l'arène de ceux qui en débattent et à la soumettre aux tentations de l'enfreindre impunément. Bref, en créant de nouvelles formes d'interaction, les réseaux sociaux ébranlent les anciens repères et réclament de la justice qu'elle y redéfinisse son propre mode d'existence. Je terminerai sur ces belles paroles. Mets enfance en commentaire si tu es arrivé jusque-là et dis-moi si toi aussi tu penses que les réseaux sociaux sont dangereux et par extension la liberté d'expression ou si au contraire ça pourrait être une extension de la justice elle-même. Est-ce que tu comprends le fait que les gens se soient insurgés pour Slava sur internet? Ou est-ce qu'il aurait dû servir une plus longue peine de prison pour son crime? Selon le comité d'enquête de la Fédération de Russie, 20 600 enquêtes criminelles dans lesquelles les victimes sont des enfants ont été menées en 2018. Parmi ces cas, dont la plupart étaient des viols, 10 400 ont été jugés. En outre, la Russie dénombre en 2018 788 suicides d'enfants, soit 14% de plus qu'en 2017. Voilà, je pense qu'il était bon de montrer ces chiffres. Prenez soin de vous et de votre famille et de vos enfants. C'est très important. Et abonne-toi, like, commente. Poupie dit que c'est important pour la longévité de la chaîne. Sinon, elle te transformera en poupée de chiffon comme elle. Ah, elle me dit que c'est pas une poupée de chiffon. Suis-moi sur mes comptes TikTok et Insta si je te manque entre deux vidéos. And remember, you rock.